Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'intelligence artificielle va nous faire voyager entre la Haute-Savoie et la Bretagne sur la thématique de l'urbanisme réglementaire, une thématique importante pour les métiers des collectivités territoriales. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. On est face à un petit chatbot, comme vous le voyez, un chatbot. Ah, je vois qu'il y a une petite coquille, c'est pas le P8 de Sylingy, c'est le PLU de Sylingy. Il fait une petite coquille. Alors, on est face à un chatbot, ce qu'il y a de plus commun. J'ai posé une petite question. Voilà, j'habite en zone UC à Sylingy. J'ai pris une photo du plan d'urbanisme. Peux-tu m'expliquer quelles sont les règles d'implantation d'un nouveau bâtiment par rapport aux limites séparatives? Présente ta réponse dans un tableau. Et on pose cette question, et donc là, réponse tout à fait classique de la part d'une IA, sauf que vous imaginez bien, ChatGPT classique n'a pas accès forcément de cette manière-là au PLU de Sylingy, un PLU qui a été modifié en mars 2023. Et donc, vous voyez, les réponses sont structurées sous forme de tableau comme je l'ai demandé. Bâtiment principal doit être implanté à une distance d'au moins égale à sa demi-hauteur, sans être inférieur à 5 mètres, etc. Je vous laisse regarder. Et alors, on va regarder tout de suite dans le PLU en question. Effectivement, une distance à demi-hauteur, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Et la suite, vous la découvrez également. Peut se tenir à 1,50 m pour les annexes, 1,50 m de la limite séparative, avec une hauteur maximum de 3,50 m et une longueur maximum de 8 mètres. Si je repasse, on a ici les annexes. Voilà, 1,50 m de la limite séparative, 3,50 m au faîtage, 8 mètres, 12 mètres. On est bien sur ces informations-là. Eh bien, on va continuer, parce que ce chatbot, vous allez voir, il a d'autres capacités. Il peut aussi aller répondre à des questions, questions juridiques, par exemple. Il va chercher dans le code de l'urbanisme, sur Légifrance. Je lui demande par exemple, c'est quoi en fait les espaces boisés classés? Peux-tu chercher dans le code de l'urbanisme en date du jour? En date du jour, c'est important. Ah, alors là, on voit qu'il a il a fait référence à d'anciens articles. Donc sa question, en fait, elle n'est pas très précise. Alors ça, c'est intéressant. C'était exactement ce que je voulais vous montrer. C'est qu'on a beau donner à manger, entre guillemets, à ces agents IA des sources précises, et bien, il peut aussi un petit peu diverger. En l'occurrence, comme il a accès à Internet, eh bien, il a été chercher ce qui était relatif aux espaces boisés classés. Alors, les deux premiers articles, ça, ce sont les bons articles. Le L131, ce sont les anciens articles du Code de l'urbanisme. En tout cas, il dit bien, pour plus de détails, vous pouvez consulter les textes complets sur Légifrance ou d'autres sources juridiques. Et enfin, une troisième et dernière question pour ce chatbot. Il a également des capacités d'aller chercher dans des données socio-économiques, socio-démographiques, des données de l'INSEE. Alors je lui pose une question, quel est le taux moyen de la variation de l'emploi total au lieu de travail entre 2015 et 2021 à Sylingy et dans la communauté de communes, et quel était le nombre d'emplois, le nombre total d'emplois dans la communauté de communes en 2021? On pose cette question. Il réfléchit. Alors je tiens à préciser que ce chatbot tourne en ce moment même sur ma machine. Hein. C'est pas, on sort pas sur Internet. C'est-à-dire que l'agent est hébergé sur ma machine. Vous voyez dans l'adresse, hein, on est bien sur localhost. La base de données dans laquelle il va piocher est également hébergée sur ma machine. La seule chose qui est une API, donc où il est obligé de sortir sur Internet, entre guillemets, c'est pour la génération du texte, sa capacité à écrire en français, et de façon structurée. Et là, pour ça, je recours à ChatGPT 4o mini, le modèle GPT 4o mini,
Parce que pour les agents, pour les systèmes agentiques et les assistants de ce type-là, il faut quand même des agents, des modèles de langage performants. C'est-à-dire des modèles de langage qui soient vraiment costauds. Alors, je peux tout à fait faire cet exemple-là. Là, il ne manque pas grand-chose en fait pour débrancher d'Internet et pouvoir interroger, hein. Je l'ai déjà fait, mais pour les raisons de fluidité de la vidéo, si j'avais utilisé par exemple un modèle de langage plus petit de Mistral ou de Yamaha ou le modèle Lucie par exemple, on aurait des temps de réponse, des générations de réponses beaucoup plus lents, hein. Et ça, en fait, c'est limité, c'est lié à la configuration matérielle de mon PC portable et à sa carte graphique qui va permettre de charger qu'une petite partie, on va dire, de ces modèles de langage. Donc là, pendant que je parlais, vous avez vu la génération de la question sur la variation de l'emploi total à Sylingy. Et en fait, c'est ça que je lui ai donné. Je suis allé sur le comparateur de territoire de l'INSEE, j'en ai fait un CSV, et en fait, il a accès à tout un tas de données. Regardons maintenant un petit peu ce qu'il y a derrière l'arrière-boutique, la façon dont c'est construit. Vous voyez que dans Flowise AI, on a la possibilité de faire des assistants. Et alors, vraiment, c'est une façon ultra simple aujourd'hui de faire des chatbots et de les publier, hein. Là, je l'ai publié en local, mais j'aurais très bien pu le publier dans une page HTML, dans un pop-up, etc. En faire une application complète, hein. Donc voilà, vous voyez, il y a un certain nombre d'instructions, il y a bien ma base de connaissances, et on voit le modèle de langage GPT-4 Mini qui lui a été fourni, la possibilité tout en bas d'uploader par exemple des images pour pouvoir par exemple prendre en photo le PLU et puis lui dire voilà cette zone là, la zone UC là en question, qu'est-ce que je peux y faire. Petite capture d'écran au moment où j'ai fait l'injection du PLU de Sylingy dans cette base de données vectorielle. On voit donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé l'ensemble de ce PDF en 126 petits documents, 126 petits blocs. De la même manière, quand je l'ai fait sur le fichier des données socio-économiques, démographiques de l'INSEE, eh bien, il en a fait 51 briques et il a laissé de côté les 126 autres qui n'avaient pas bougé, hein, c'est-à-dire celles qui relevaient du règlement, parce qu'en fait derrière il y a aussi toute une gestion des enregistrements, c'est-à-dire qu'il voit s'il y a quelque chose qui est redondant, il va pas l'injecter. Par contre, s'il y a quelque chose de nouveau, il va mettre à jour. Petite visu sur la base de données vectorielle. Encore une fois, vous voyez, elle s'appelle Qdran, cette base de données vectorielle, et elle est bien hébergée sur ma machine, sur ce PC. Donc voilà à quoi ça ressemble. On voit le contenu, on voit les différents blocs de contenu, et ensuite les métadonnées, et puis donc à chaque fois les vecteurs, la dimension des vecteurs, etc. Second exemple, on va rentrer dans quelque chose de plus costaud, plus complexe, vraiment ce qu'on appelle la démarche agentique avec des agents IA. Et alors commençons tout simplement par une question, hein. Vous voyez, on est face à un chatbot comme d'habitude. Quelles sont les règles d'implantation des nouveaux bâtiments par rapport aux limites séparatives en zone UB1H? Et pour l'exemple, là on traverse la France et on se retrouve à Rennes Métropole, sur le PLUI de Rennes Métropole, donc qui est un gros document quand même. Je lance la question, et avant de lancer la question, pendant que je lance la question, je voulais vous montrer ma boîte de réception. Là, on voit que tous les mails sont lus, hein. Donc regardez bien les horaires. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai lancé cette question? Eh bien, il y a un superviseur qui prend la question posée par l'utilisateur, qui la passe à un chercheur, un assistant d'études. Une fois que l'assistant d'études a fait son travail, il la redonne au superviseur, qui la passe ensuite à un juriste. Et le juriste, lui, par exemple, il va pouvoir aller chercher dans Légifrance s'il y a des questions spécifiques. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est une question vraiment propre au PLUI. Ensuite, le superviseur reprend la question et la passe à un rédacteur, le writer. Hein, on va dire que c'est le directeur d'études, celui qui est chargé de mettre en forme une belle réponse, avec des capacités différentes. Et ensuite, il repasse ça au superviseur, qui passe ça ensuite
un agent chargé d'envoyer des mails, donc un secrétaire, une secrétaire, un secrétariat, qui est chargé d'envoyer une réponse structurée, là en l'occurrence en HTML, c'est moi qui lui ai demandé de le faire de façon propre. Et on a, pendant ce temps-là, un petit outil qui est en attente, voilà, vous voyez, le truc qui tourne là, il attend en fait l'envoi de ce mail. Et ce mail, il va être vraiment envoyé, et donc voilà, l'email sender a fait son travail. Ici, tout est passé au vert, et voilà, j'ai même pas besoin de rafraîchir, on voit que j'ai un nouveau mail qui vient d'arriver. Résultat, recherche PLUI, avec une mise en forme HTML donc très propre, des différences de titres en gras, un chapeau, des listes à puces, avec la réponse par rapport à l'implantation spécifique à la zone UB1H. Alors on pourrait tout à fait aller regarder également l'UB1H, la voici, la voilà, les profondeurs, etc. Donc il faudrait aller regarder un petit peu ce que raconte ce règlement. Attendez voir, je suis en train de me demander si j'ai pas vu une bêtise. Alors, tchac, UB1, UB1H. Tac. Ah oui, 14 mètres, là voilà, profondeur de la bande d'implantation. Oui, on n'était pas sur le même, c'est par rapport aux autres limites séparatives. Et effectivement, j'avais vu cette distance, la profondeur de la bande d'implantation. Il est fixé à 14 mètres. Oui, donc là, on voit que, et là pour le coup, on est sur une base de données vectorielle qui est la même, qui est Qdrant, mais qui n'est pas hébergée en local, parce que là, j'ai vraiment injecté tout le règlement, le PADD, les OAP, l'intégralité des PDF, quasiment, je pense, du PLUI, le rapport de présentation qui est énorme. Et donc, on voit une réponse qui est tout à fait structurée. Passons maintenant un petit peu à un schéma, expliquons un petit peu ce que fait en fait ce système agentique. Donc on a la question de l'utilisateur qui est posée au superviseur dans notre chatbot. Le superviseur passe la question à son assistant d'études qui va aller piocher, qui a des outils pour aller chercher dans la base de données vectorielle. Une fois qu'il a la réponse, il la renvoie au superviseur, qui la passe à l'assistant juriste qui va aller rechercher aussi dans une base de données vectorielle, Légifrance en l'occurrence. Une fois qu'il a retourné sa réponse, le chef de service, le superviseur, passe la patate chaude à l'instructeur du droit des sols qui est chargé de rédiger. Et donc il a d'autres capacités, c'est à cette étape-là que j'ai donné la possibilité. Alors bien entendu, vous avez vu qu'il y avait une matrice force, faiblesse, opportunité, menace. En l'occurrence, ça a strictement aucun intérêt. C'était simplement pour vous montrer en fait que chacun des agents pouvait être doté de capacités différentes. Et la capacité du rédacteur, c'est déjà de mettre en forme, de faire des listes à puces, etc., de faire des matrices SWOT. Et vous avez peut-être vu, il y avait trois questions d'ouverture en fin de réponse. Ça, c'est une capacité spécifique qu'a le rédacteur. Et in fine, eh bien, on a le secrétariat, la direction de l'urbanisme, qui va envoyer un mail, alors soit à un collègue, à un agent, soit, si c'est un chatbot, carrément sur Internet, une réponse directement à un internaute. Je repasse quelques instants pour vous montrer l'arrière-boutique en fait de ces agents IA. Alors, on va y aller progressivement. On retrouve une boîte superviseur et en dessous, on a des workers, des agents. Donc, on va voir le searcher, celui qui va rechercher, le juriste, le writer, celui qui rédige, celui qui envoie les mails. Je tiens à préciser que dans Flowise AI, là, et en l'occurrence pour ce système agentique, il n'y a aucune ligne de code. Tout est fait par glisser-déposer de boîtes, que vous voyez. Et alors, il ne faut vraiment pas prendre peur face à ça, parce que c'est... une fois qu'on a pigé, en fait, les mécanismes qui sont mis en œuvre, là, devant vous, c'est un peu tout le temps la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on a une source de données en entrée, qu'on va découper, qu'on va faire ingérer par une base de données vectorielle, et ensuite on va avoir soit des agents, soit des outils qui vont pouvoir aller chercher dans cette base de données vectorielle et puis renvoyer la réponse tout simplement à l'utilisateur. Alors si je dézoome, vous allez voir que c'est une grosse machinerie. C'est une grosse machinerie, et tant et si bien, regardez, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec les bases de données vectorielles, c'est que les PDF là, ils n'ont même plus de lien avec la partie de droite.
une fois qu'ils ont été ingérés par la base de données vectorielle, on peut les déconnecter. Et là, on voit effectivement, alors il n'y a même plus le PLUI parce que je l'ai déjà injecté depuis longtemps, mais voilà, il y a les rapports de présentation, le PADD, il y a les différents rapports, enfin, tout était injecté là-dedans. On a également une autre base de données ici, Astra, qui est également open source, qui va aller récupérer les données de Légifrance, donc du code de l'urbanisme. Et là, je vais zoomer un petit peu, et vous voyez qu'on est sur ce qu'on appelle un scrapper. Un scrapper, ça va aller télécharger le contenu d'un site web, là en l'occurrence Légifrance, le code de l'urbanisme, et ça va le mettre dans une base de données. Et donc, chacun des agents va pouvoir aller récupérer ces différents blocs, ces différentes données, et puis les mettre en forme progressivement, construire progressivement la réponse. Et en fait, ce qu'on ne voit pas là, parce que là, il n'y a pas eu spécialement besoin, mais le superviseur, il peut prendre la décision d'itérer plusieurs fois et de renvoyer la question à un même agent. Hein, c'est vraiment très puissant. Voilà, donc ça, c'était intéressant parce que ça a permis de montrer à la fois la démarche agentique et la démarche, ce qu'on appelle le RAG, la génération augmentée par récupération de données. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire que le cabinet, le comptoir des signaux, c'est un cabinet qui est indépendant, un cabinet qui est engagé, et on a engagé pour nos clients, avec nos partenaires, on a tout un écosystème avec nous, que ce soit des cabinets d'avocats, qui vont nous aider aussi dans la conception de réponses financières, qui va permettre du coup de couvrir tout un spectre technico-économique et juridique dans les projets qu'on pilote. Et on les pilote dans l'intérêt durable des territoires et des utilisateurs finaux. Comme vous le voyez, on a un certain nombre de labels, notamment audit qualité pour la fibre. On a depuis quelques mois, depuis quelques semaines, on est niveau 2 numérique responsable de l'Institut numérique responsable. On est depuis quelques semaines, depuis début février, labellisé Lucie 26000 pour nos engagements en RSE. Et en fait, ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on fait, on le dit. Et voilà, vous voyez l'ensemble des engagements qu'on prend. Et petit aussi aparté, vous voyez la fresque du numérique. La fresque du numérique fait partie vraiment intégrante de nos engagements RSE. C'est quelque chose qu'on fait en mécénat de compétences pour les collectivités territoriales qui nous font confiance. Donc écoutez, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous pour tous ces aspects aussi de numérique responsable. Alors, ce qui est intéressant dans la façon dont on accompagne les collectivités, vous le voyez, c'est non seulement des aspects très pratico-pratiques qui peuvent être très techniques, mais on va y aller de façon très progressive et toujours orientée métier. Ces outils comme Flowise, bien entendu, ils n'ont de sens que si on les met dans votre perspective métier. Là, j'avais pris l'exemple de l'urbanisme réglementaire, puis c'est un domaine que je connais plutôt pas mal. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir d'un besoin, d'un cas d'usage métier, et de vous accompagner de façon très pédagogique dans la manipulation de ce type d'outils. Hein, il ne faut vraiment pas s'offusquer. Alors effectivement, là, je fais le malin parce que tout le cheminement est déjà réalisé. Mais dans les faits, par exemple, le petit assistant pour le PLU de Synergie, ça m'a pris, je sais pas, peut-être une demi-heure à construire tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est rapide. Une fois qu'on a compris, alors les assistants dans Flowise en plus sont vraiment très très faciles à prendre en main. Les agents, bien entendu, il y a d'autres étapes. Hein. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos où je parle déjà de Flowise. C'est tout à fait abordable et installable en plus en local, dans des conteneurs Docker. Hein, si il y a des informaticiens qui nous suivent, on pourra peut-être faire une vidéo à l'occasion d'aspects un peu plus techniques pour les DSI sur ces aspects-là. En attendant, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous former à ces outils de façon éthique, de façon responsable, parce que c'est vraiment la formation qui va faire comprendre là où il y a besoin de l'IA, là où il n'y en a absolument pas besoin.
Et surtout, justement, l'aspect responsable, c'est d'aller chercher des cas d'usage qui ont une réelle valeur ajoutée et non pas comme je dis souvent, faire le pape en doudoune ou faire des petits chatons. C'est pas du tout l'esprit dans lequel on travaille au comptoir des signaux pour ces sujets d'intelligence artificielle au service des collectivités. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.